Bonjour tout le monde. Je vais laisser encore quelques secondes, je pense, pour que les derniers puissent se connecter sur le live et ensuite on pourra commencer. Donc je vais introduire quand même rapidement notre sujet qui est comment intégrer le numérique responsable dans sa stratégie de décarbonation. Et aujourd'hui, du coup, on va être 3 intervenants sur le sujet. Donc, il y a Mirabelle Lamoureux qui est CEO de Keep qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Si tout tu le veux te monde. présenter. Voilà. Du coup, moi-même, donc, je suis marketing manager chez Carbo depuis 2 ans et demi maintenant et c'est moi qui m'occupe notamment de la partie webinaire. Donc, trouver des thématiques qui pourraient intéresser. Et nous avons Victor qui va être avec nous aussi, surtout sur la partie FAQ et qui est Carbon Data Analyst chez Carbo. Bonjour. Pour petit rappel, du coup, généralement, on fait une FAQ de 10 à 15 minutes sur nos webinaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Comme ça, on pourra les sélectionner pour y répondre. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas tout au long du webinaire. Et je pense qu'on va pouvoir commencer du coup. Donc, tout d'abord, je vais peut-être rappeler un peu ce qu'est Carbo. Donc, Carbo, c'est la solution web de référence en France pour mesurer, réduire et valoriser son impact carbone en entreprise. Donc, nous, on va réaliser tout ce qui est bilan carbone d'entreprise, mais aussi des analyses de cycle de vie. Et notre mission, du coup, c'est accélérer la prise de conscience écologique pour réduire dès maintenant notre empreinte carbone. Donc, grâce à nos solutions, on a évité plus d'1 million de tonnes de CO2 équivalent. On a accompagné plus de 1000 entreprises et on a sensibilisé plus d'1,2 million de personnes avec nos contenus. Donc, aussi nos webinaires qui sont comptabilisés dedans. Je ne sais pas, Mirabelle, si tu veux dire peut-être un mot sur Keep aussi. Oui, carrément. Keep, du coup, on est une entreprise qui existe depuis presque 5 ans maintenant et dont l'ambition est d'équiper les entreprises en matériel informatique reconditionné, puisqu'on sait voilà, que c'est devenu une habitude chez les consommateurs en tant que particuliers et on trouve qu'il n'y a pas de raison pour que les entreprises et les collectivités ne sautent pas le pas, sachant que c'est une solution qui est économique, écologique et qui en plus fait travailler des gens en France, puisque nous, on fait du reconditionné 100% français. Merci beaucoup, Mirabelle. Pour un rapide petit tour d'horizon de ce qui va se passer aujourd'hui, donc on va faire une rapide introduction sur pourquoi on se réunit sur ce sujet. Une première partie sur comprendre les enjeux du numérique, avec notamment quelques petites ressources. Et ensuite, la partie mesure et pilotage, donc avec notamment le bilan carbone et les ACV. Et enfin, la partie 3, donc comment décarboner son numérique en entreprise. Donc, pourquoi on se réunit aujourd'hui sur le sujet? Donc là, je me suis dit que ce serait intéressant de vous mettre quelques petites informations. Donc en tout premier, l'impact du numérique aujourd'hui, il explose. Donc c'est 4% des émissions mondiales de CO2 équivalent. Et du coup, c'est une croissance rapide chaque année. C'est un cycle de vie aussi complet à considérer, donc notamment sur la partie hardware avec l'extraction, fabrication, transport, usage et fin de vie, par exemple de nos ordinateurs. Donc c'est un levier aussi qui va être sous-estimé pour la décarbonation. Donc agir sur le numérique, ça peut réduire significativement vos émissions, notamment du scope 3, donc en achat par exemple. Et c'est un enjeu collectif, donc ça mobilise les équipes IT, achat, RSE et utilisateurs aussi pour avancer ensemble pour décarboner ces émissions. Et il y avait un petit élément qui est tombé très très récemment, donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer, donc je me suis dit que ça serait intéressant aussi de vous mettre un peu en intro. Donc à compter du 14 octobre prochain, le géant de Microsoft il va cesser d'assurer gratuitement les mises à jour de son logiciel Windows 10. Donc il a lancé il y a plus de 10 ans. Donc quel impact cela pourrait avoir, notamment sur la partie ordinateur. Donc ça veut dire que 400 millions d'ordinateurs pourraient devenir incompatibles avec Windows 11 dans le monde. Et du coup, les remplacer, ça équivaudrait à 70 millions de tonnes de CO2, 320 millions de tonnes de matières premières extraites et 800 000 tonnes de déchets électroniques. Donc c'est quand même assez énorme et ça vaut le coup du coup d'être souligné aussi un petit peu
pour se dire que, il y a encore un long travail à faire, sur, cette partie-là et sans plus attendre, on va commencer avec notre première partie sur comprendre les enjeux du numérique. Donc je me suis dit que, ça serait intéressant de mettre un petit peu des chiffres quand même, français pour donner un ordre de grandeur. Donc le numérique, c'est environ 4,4 de l'empreinte carbone en France et la répartition, elle est comme suivante. Donc il y a 50 qui correspond plutôt à la fabrication et usage des terminaux, 46 sur les data centers, y compris à l'étranger, et 4 pour les réseaux. Et du coup, forcément, qui dit empreinte carbone du numérique dit aussi consommation électrique. Donc 11 de l'électricité française aujourd'hui est utilisée pour le numérique. Et fait assez intéressant, si aucune mesure n'est faite du coup pour décarboner le numérique en France, notre empreinte carbone du numérique, elle pourrait tripler d'ici à 2050. Il y avait aussi un petit point d'intention que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est de bien distinguer un peu les achats numériques, donc tout ce qui va concerner plutôt les équipements et les produits numériques. Donc là, je vous ai mis des exemples, parce que tout au long de la présentation, on va parler des deux, car l'un ne va pas sans l'autre pour notre empreinte carbone numérique. Donc le premier, donc les achats, donc plutôt les équipements, on a tout ce qui va être ordinateur, téléphone, écran, clavier, souris, casque audio par exemple. Et les produits numériques, donc ça va être plutôt tout ce qui va être site internet, le CRM, knowledge management aussi, l'IA aussi. Donc voilà, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous mettre ce petit point au tout début. Et pour comprendre les enjeux du numérique, j'ai sélectionné deux ateliers qui pourraient être assez intéressants à proposer en interne, dans vos équipes, ou même si jamais vous êtes assez curieux de ce sujet. Donc il y a la fresque du numérique, qui est un atelier d'une demi-journée. Donc ça ressemble un petit peu à la fresque du climat. Et le but, ça va être de sensibiliser, former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. Donc ça peut être une assez bonne ressource si vous êtes un peu novice sur le sujet ou même si vous voulez, du coup, intégrer plutôt vos équipes, sur ces sujets-là. Ça peut être assez intéressant. Et le deuxième atelier auquel je pensais, donc là, c'est sur plutôt l'IA. Vous le savez, l'impact carbone de l'IA, il ne fait que grossir et du coup, c'est des sujets qui sont quand même assez nouveaux. Donc cet atelier, il s'appuie du coup sur 5 enjeux de l'IA générative, donc la fiabilité de l'info, société et données personnelles, créativité, propriété intellectuelle, les biais algorithmiques et enfin l'impact environnemental. Donc ça peut aussi vous donner une vision un petit peu 360 si vous débutez sur ces sujets, pour vous former justement sur l'impact qui soit social ou environnemental. Donc de toute manière, la présentation vous sera envoyée à la fin, donc vous pourrez de nouveau accéder à ces 2 ateliers si jamais ça vous intéresse. Donc une fois qu'on a à peu près compris les enjeux du numérique ou qu'on a fait des ateliers etc. pour se former, ce qui est intéressant, c'est de mesurer et piloter forcément tout ce qui va concerner le numérique. Donc il va y avoir plusieurs rappels pour essayer d'être le plus pédagogique possible. Donc par exemple, si on prend le cas du bilan carbone, donc il faut rappeler les 3 scopes. Donc il y a le scope 1 et 2 et le scope 3. Donc par exemple, si on est dans le cas d'un ordinateur, par exemple un achat de produits, on va plutôt être dans la partie un peu scope 3 et la consommation d'énergie du coup va plutôt rentrer dans le scope 2. Donc on en parlait tout à l'heure, que 11 de l'énergie du coup était destinée au numérique. Donc c'est assez intéressant de se remettre un petit peu dans ce contexte-là. Et pour vous donner évidemment toujours un peu plus de chiffres pour pouvoir un peu comparer aussi à votre secteur. Donc on a un graphique chez Carbo qui est issu de nos clients à nous qu'on a pu accompagner sur la répartition des émissions carbone par catégorie. Donc là, vous avez la description sur la droite, donc notamment la partie usage numérique, donc site web, app, mobile, etc. Donc ce qui va être en gris. Donc on voit que c'est forcément plus important pour la partie tech data, donc ça va représenter 13,2 %. Sur la partie plutôt achat et support, donc là, ça va concerner par exemple vos équipements. Là, on voit que c'est un des premiers postes d'émission pour tous les secteurs confondus. Donc là aussi, ça peut être assez intéressant d'agir là-dessus pour réduire ces émissions. Et sur la partie numérique, du coup, c'est 6 % au global, donc ça paraît peu.
Mais il y a quand même pas mal d'actions qui peuvent être mises en place sur la partie usage. Donc c'est pas non plus à mettre de côté, même si la partie achat et support reste quand même le premier poste d'émission. Je voulais vous mettre un petit point aussi intéressant sur les méthodologies de calcul, sur la partie bilan carbone, parce que c'est assez important, pour voir comment sont calculées les émissions et pouvoir les comparer aussi. Donc il y a 2 approches, enfin même 3 approches qui existent. Donc la 1re, c'est l'approche, monétaire. Donc ça va être la conversion des dépenses en émissions, via des bases carbone. Donc l'avantage, c'est que c'est un résultat rapide, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un fort taux d'incertitude et de variabilité des données. Donc ça fait que, un bilan carbone va être, par exemple, imprécis. Donc si on veut mesurer, par exemple, tout ce qui va concerner nos usages numériques, ça peut être assez imprécis de faire qu'avec les dépenses. L'approche physique, du coup, donc qui est la méthode la plus précise, donc ça va être basé plutôt sur des données techniques, et des données fournisseurs. Donc par exemple, on a parlé très rapidement en introduction des analyses de cycle de vie. Donc et j'en reparlerai, justement tout à l'heure. Ça peut être intéressant plutôt de se concentrer aussi sur ce type d'approche. L'inconvénient, c'est que parfois, c'est difficile d'obtenir, les données. Donc là aussi, on en reparlera un petit peu. Donc ce qu'on recommande nous, chez Carbo, ce qui est la majorité du temps ce qui est fait, c'est un peu d'avoir une approche hybride. Donc il va un petit peu piocher dans les 2, donc afin d'avoir un bilan carbone précis et exhaustif et tout en ayant un temps de récolte, des données qui soit assez moyen. Donc voilà un petit peu pour ce petit, rappel. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, à les mettre, dans le chat. Et pour un petit peu illustrer les méthodologies de calcul, donc on va pas voir le calcul là en détail, je vous l'ai mis pour information et parce que je vous envoie la présentation après. Mais par exemple, si on prend, le cas des data centers, donc là, je vous ai mis en exemple des données clients qu'on pouvait demander. Donc ça peut être les informations sur les hébergeurs, sur les utilisateurs, la consommation du site web et dans le calcul, on va prendre en compte la consommation liée au chargement des pages web et la consommation liée au stockage, des données. Donc il y a le petit calcul un petit peu, en dessous si jamais ça vous intéresse de voir, en détail comment on calcule, l'impact des data centers. Donc on a un petit peu fini, avec la partie, vraiment, purement, mesure, on va dire. Mais ce qui est intéressant du coup et ce dont on a parlé un petit peu avant, donc on parlait du coup de la méthode, de calcul du coup de l'approche physique, on parlait des ACV. Mais pour rappel, l'ACV, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, ça va mesurer en fait l'impact environnemental d'un produit ou d'un système sur tout son cycle de vie. Donc là, vous l'avez à droite, je vous ai mis un petit schéma, donc sur ce que ça reprenait un petit peu comme élément. Donc il y a la partie livraison amont, impact des matériaux, la manufacture, livraison aval, usage du produit et ce qui est hyper intéressant aussi et ce qui va beaucoup nous intéresser, je pense avec Mirabel aussi, c'est la partie impact de fin de vie, qui est assez intéressante. Donc c'est assez abouti en fait en évaluation globale des impacts environnementaux et ça en fait, le fait de faire des analyses de cycle de vie, ça va aussi vous permettre de nourrir, votre scope 3. Et je vous ai donné un exemple assez récent aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble, concrètement, pour, l'iPhone par exemple. Donc là, vous avez, les petits pourcentages en fonction, des émissions. Par exemple, le transport qui est indiqué, là en bleu, comme vous voyez, donc qui va présenter la 4 Le end of life, du coup la fin de vie du produit qui là est indiqué à moins, de 1 Donc voilà, donc ça permet un petit peu d'avoir, l'analyse du cycle de vie de manière assez aussi visuelle et de se rendre vraiment compte de, qu'est-ce qui compte le plus en fait, pour, l'iPhone 17 et là on voit que c'est plutôt la partie tout ce qui va être, en orange. Donc tout ce qui va être, les matériaux, l'électricité aussi. Donc ce qui est intéressant avec une analyse de cycle de vie de son hardware, ça va être, d'alimenter son scope 3. Ça permet de mesurer l'impact du coup de ces équipements que vous utilisez. Donc parfois, c'est le fabricant déjà qui, réalise des ACV, donc ça peut être assez simple, à avoir comme information. Ça peut aussi donner des leviers de décarbonation si jamais c'est nous qui fabriquons les équipements, donc par exemple avec de l'éco-conception. Et ça permet aussi d'engager ses fournisseurs, donc du coup en réclamant les ACV des produits, que vous allez utiliser.
Donc là, je vous ai mis un petit lien aussi, vous pourrez regarder pour faire la vôtre sur Carbo. Hop. On a pas mal parlé de fournisseurs, car très souvent, c'est eux aussi qui vont avoir l'info, que ce soit sur les équipements ou même sur les outils numériques que vous pouvez utiliser. Donc j'ai mis 3 étapes qui peuvent être assez intéressantes. Donc c'est en premier, demander le bilan carbone et les ACV produits de vos fournisseurs et de vos outils slash hardware. Intégrer des critères environnementaux dans vos choix. Donc par exemple, les appels d'offres, les contrats cadres, les évaluations fournisseurs, vos politiques d'achat. Et proposer aussi à vos fournisseurs des accompagnements pour justement que vous puissiez aussi obtenir de plus en plus facilement les données ou qu'eux-mêmes aussi puissent s'améliorer sur leurs produits. Pour faire un petit peu la transition avec Mirabel, donc j'ai remis un petit peu les 3 éléments qui me semblent importants dans une stratégie bas carbone, notamment pour la partie numérique. Donc c'est mesurer son bilan carbone et les ACV, par exemple, de vos équipements. Donc soit les obtenir de vos fournisseurs, soit les réaliser vous-même. Les politiques d'achat responsables, donc en intégrant des critères de sélection environnementaux, donc le choix de vos outils et de vos équipements. Et avoir du coup des pratiques plus durables, donc à intégrer auprès de vos salariés grâce par exemple à de la formation ou de la sensibilisation. Et je passe la main à Mirabel. Merci beaucoup. Pour poursuivre, l'idée, ça va être en fait de présenter des leviers qui sont actionnables de façon concrète et assez rapidement en entreprise pour pouvoir décarboner son numérique. Euh, Déjà, la première chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est que c'est des chiffres de l'ADEME, 78% de l'empreinte carbone du numérique, est émise pendant la phase de fabrication. Et donc, ça veut dire que globalement, 78% de l'impact d'un produit, ça va être sa fabrication et pas son utilisation, sa livraison, tout ça, etc., comme ça avait été présenté là dans le petit diagramme montré par Mathilde plus tôt. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, la plus concrète et la plus simple pour décarboner son numérique, c'est éviter la production d'un nouvel appareil, tout simplement. Donc ça passe par plusieurs leviers assez simples. Pareil, l'ADEME nous indique que si toute la France gardait son smartphone un an de plus, on économiserait 2,1 millions de tonnes de CO2. Donc voilà, c'est une action qui est vraiment pas compliquée. Il suffit juste voilà, de faire attention à l'entretien de ces appareils, de aussi déployer tout ce qui va être réparation et être sensibilisé à ça. Aujourd'hui, effectivement, après, il y a des soucis de réparabilité, même si on avance doucement mais sûrement au niveau législatif là-dessus pour garantir que les produits puissent avoir une durée de vie allongée. Un petit gadget qu'on trouve chouette pour encourager chacune à prolonger la durée de vie de ces appareils, c'est la vignette tech qui est éditée par l'agence Machin Bidule. Je ne sais pas si ça vous parle. On la propose à certains de nos clients chez nous. Et en fait, l'idée, c'est finalement de mettre quelque chose d'assez ludique sur le fait de prolonger la durée de vie de son appareil. Moi, sur mon téléphone, il est reconditionné et en plus, voilà, j'ai mis mes petites vignettes pour signifier que je le garde depuis 3 ans. Et c'est un moyen simple à la fois soit d'essayer de les collectionner de plus en plus et donc d'allonger la durée de vie. Et aussi, ça crée un petit peu une conversation, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, sur mais qu'est-ce que c'est que ces petits autocollants? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça sensibilise un petit peu tout le monde avec un geste qui est pas grand-chose, mais qui conscientise un petit peu le fait de garder ces appareils plus longtemps. Ensuite, quand évidemment, parfois, c'est pas possible de garder son appareil, bah, soit parce qu'il est pas réparable, soit parce qu'il arrive en fin de vie, soit parce que vraiment on nous pousse à le changer, typiquement avec le cas de la mise à jour de Windows, par exemple, et de l'arrêt du support de Windows 10. Dans ce cas-là, quand on doit vraiment acheter un appareil, bah, ce qu'on peut faire de mieux, c'est opter pour une solution responsable, comme le reconditionner. Donc un ordinateur reconditionné, c'est évidemment des kilos de carbone évités, mais pas que. C'est aussi des matières premières non extraites. Il y a plus de 50 métaux rares différentes qui interviennent dans la fabrication d'un téléphone, par exemple. C'est aussi beaucoup d'eau économisée et c'est des déchets électroniques évités. Parce que là,
Aujourd'hui, en France, chaque personne émet 22 kilos de déchets électroniques par an. C'est quand même assez colossal. Ça fait le poids d'un enfant de 6 ans en moyenne. Je pense que quand on se le représente comme ça, on se dit qu'on a quand même une consommation qui est très déraisonnée là-dessus. Et en plus de ça, quand on achète du reconditionné français, comme c'est le cas chez Keep, bah, on crée 4 heures d'emploi local pour chaque ordinateur acheté. Donc ça permet évidemment de réduire son impact environnemental. Ça, on y pense tous toujours. Je pense que là, on est sur un public assez averti, même si c'est toujours bien de le rappeler. Mais c'est aussi un impact social et économique positif en France et sur les territoires, pas que à Paris. Hem et c'est de la souveraineté numérique en plus et je mets un petit point d'alerte aussi pour dire que sur beaucoup des plateformes, très connues du grand public, la plupart des produits viennent de loin, même reconditionnés et donc un téléphone qui arrive des États-Unis, qui part en Chine pour être réparé, qui est renvoyé en France, même il a une seconde vie, forcément son impact, carbone, avec tout ce transport, il est quand même plus si efficace, que ça. Donc voilà, le mieux, c'est aussi toujours, de consommer, le plus local possible et le reconditionner, ça peut être une solution parce qu'on a plein d'ateliers de qualité, en France et il y en a probablement près de chez vous. Ensuite, on voulait aussi attirer l'attention sur la partie plus, software finalement du numérique. Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a quand même, une part croissante de l'impact qui est sur la consommation de données et l'usage des terminaux. Pour l'instant, c'est assez stable depuis quelques années. C'est toujours la fabrication qui a le plus d'impact. Mais on remarque quand même que les technologies qu'on utilise sont de plus en plus datavores. Je mets quelques petits exemples, dont un qui est assez percutant. On a envoyé une fusée sur la Lune avec Apollo 11 avec un programme, qui pesait, 4 kilooctets de RAM. Aujourd'hui, un onglet de navigateur, c'est 25 millions de fois plus. Voilà, pour donner des petits ordres de grandeur. Donc, on est vraiment sur une tech qui consomme toujours plus. Des logiciels aussi, s'il y a des créatifs parmi vous qui utilisent la suite Adobe, ce genre de choses, c'est vraiment de plus en plus datavore. Et pour des usages bureautiques plus communs qu'on peut tous avoir, si on compare ce que consommait Excel sur Office 95 versus ce qui est recommandé aujourd'hui sur Office 365 comme, pareil, utilisation de RAM pour un usage fluide, c'est complètement délirant et et voilà. Donc on est obligé, en fait, d'aller dans cette course à la performance des machines pour pouvoir suivre et ça montre que la part de l'usage des terminaux va vraiment augmenter. On fait un petit focus aussi sur le cas de l'IA. Évidemment, aujourd'hui, on est tous, un peu, alertés sur la montée en puissance de l'IA générative et je pense que plusieurs d'entre vous ont dû voir passer des informations sur le fait que c'était vraiment très, très, très énergivore, qu'une requête ChatGPT, c'est 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique, qu'en plus on a, beaucoup de gens aujourd'hui qui l'utilisent vraiment de façon conversationnelle, tout ça comme si ça n'avait pas d'impact ou à des fins de loisirs. Alors évidemment, hein, tout le monde, devrait avoir, accès, à la technologie, mais faut aussi qu'on ait, finalement une réflexion sur nos usages et sur la frugalité, et la sobriété de façon générale parce que, 1000 images générées par une entreprise, c'est la consommation électrique d'un foyer français, comme vous pouvez le lire sur la slide pendant une semaine. C'est vraiment colossal. 2027, c'est demain et l'IA pourrait consommer autant d'électricité qu'un pays qui est quand même d'une sacrée taille comme l'Argentine. Donc, on voit de plus en plus d'automatisation. On est poussé à utiliser des agents IA à toutes les sauces. Tout le monde fait des visuels ChatGPT en pensant que ça n'a pas d'impact. C'est croissant, c'est exponentiel et je pense qu'il va falloir rapidement se poser la question de réguler nos usages de l'IA. Alors, donc il y a la question de l'usage, évidemment, des softwares pour être plus sobre dans le numérique, mais il y a aussi la question finalement de l'éco-conception et notamment au niveau du développement. C'est aussi un levier qui est hyper intéressant pour décarboner son numérique et la plupart du temps, c'est aussi des grosses économies financières qui s'accompagnent, de ces changements-là. Il y a 2 cas d'études que j'avais envie de mettre en avant parce que c'est vraiment concret et ça montre à quel point la sobriété va en plus dans le sens de la performance économique pour l'entreprise. Ubisoft, par exemple, qui a optimisé son code
et ça a permis à l'entreprise de réduire la consommation des serveurs et ça a été à la fin de l'année une économie de 1 million d'euros sur la facture d'électricité. Donc quand on est même une grosse boîte comme Ubisoft, 1 million d'économies, c'est quand même pas rien. Donc ça nous permet aussi de se dire que ça vaut le coup d'éco-concevoir. Euh, et Decathlon, ils ont même eu une histoire un peu plus folle. Donc ça, c'est deux choses qui m'ont été remontées par une agence enfin, un groupement d'agences de dev éco-responsables. Et notamment certains qui ont bossé sur un projet avec Decathlon et qui expliquaient que dans les magasins, ils avaient une problématique. C'est que généralement, quand ils cherchaient une taille ou une disponibilité en stock, il y avait donc un temps de requête de 12 secondes et qui était trop long et qui était nuisible pour la force de frappe commerciale. Et leur première solution pour se dire on va réduire le temps de requête, ça a été on va construire un énorme data center. Et comme ça, on aura l'info plus vite. Et finalement, il y a une équipe de dev qui s'est dit, attendez, je pense qu'on peut faire quelque chose de plus efficace, ne serait-ce qu'en termes de coût. Et donc, 4 mois de travail ont permis d'éviter la construction de ce data center, donc qui déjà aurait été, en termes d'impact, la construction assez costaud. Et puis, bah, les data centers, comme le présentait Camille tout à l'heure, c'est quand même très énergivore. Et donc, voilà, 4 mois de travail et un peu, finalement, d'ingéniosité et de frugalité, ça permet de faire une économie significative et de s'éviter des investissements toujours plus lourds et toujours plus costauds sur les datas. Et enfin, il y a aussi la partie design dans l'éco-conception. C'est un levier qui est très simple à actionner et qui nous touche tous beaucoup plus parce que évidemment, on n'est pas tous Decathlon ou Ubisoft, mais par contre, j'imagine qu'on a tous un site web, par exemple, ou quelques solutions internes. Et 80% de l'impact environnemental d'un service, il est déterminé dès sa conception. Ça veut dire que si dès le départ, on pense intelligemment et de façon sobre une solution qu'on développe, on peut changer radicalement son impact. Et là, c'est vraiment, il y a quelques agences qui sont précurseuses là-dedans, mais il faut aussi former énormément en interne quand vous avez des salariés qui sont chargés de s'occuper de votre site web ou d'autres de vos applicatifs. Parce que quand on voit que la taille moyenne d'une page web, elle a été multipliée par 4 entre 2010 et 2023, on a clairement des efforts à faire. Voilà. Et aujourd'hui, une page web en moyenne, c'est 40 grammes de CO2 selon l'ADEME. Ça va vite. Il y a quelques bonnes pratiques à retenir pour un design frugal. Je sais que c'est devenu très à la mode pendant un moment parce qu'on était content de montrer qu'on était capable de cette prouesse technologique, mais tout ce qui est vidéo qui se lance automatiquement, animation, etc., c'est quand même ça consomme beaucoup de data et finalement, c'est pas forcément essentiel pour la diffusion de l'information. Réduire le poids des images aussi, notamment en utilisant des formats SVG, en compressant les fichiers, c'est petit geste, hein, ça va assez vite et puis et ça peut changer déjà la consommation d'une page web. Euh, et puis en fait, revenir à des pratiques aussi qui étaient finalement du bon sens il y a quelques années, parce que quand la connexion Internet n'était pas ce qu'elle était et qu'il fallait être beaucoup plus efficace dans la conception des sites au pixel près, avec vraiment l'image la plus compressée possible pour que ça charge, même avec une connexion qui était faiblarde. En fait, il faut revenir un petit peu à ces procédés de design ingénieux et se dire qu'on peut consommer moins, notamment en UX. Et généralement, j'en profite aussi au passage pour dire qu'une UX qui est plus sobre, c'est souvent une UX qui est plus accessible. Et qu'on oublie souvent quand on conçoit un site web, c'est l'accessibilité au plus grand nombre et pour les personnes qui pourraient être plus embêtées par des sites très complexes. Et ça permet aussi une navigation plus intuitive parce que avec tous les stimuli qu'on peut avoir sur un site aujourd'hui, bah, on maximise le nombre de clics, les requêtes pour trouver l'information. Revenir à la sobriété et à un message efficace, c'est aussi permettre un parcours client qui est beaucoup plus pragmatique et où les gens trouvent rapidement ce dont ils ont besoin comme information. Et évidemment, après, il y a des petits bonus aussi dans la charte graphique. C'est quand on privilégie un fond sombre, c'est moins de lumière. Avec un écran OLED, c'est des économies d'énergie. Et puis voilà, c'est charger moins d'éléments, notamment les polices ou ce genre de choses. Et voilà. Et donc, pour un petit exemple, encore une fois, un cas d'usage, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des abonnés Free ou si vous avez déjà vu l'interface. Alors, je ne sais pas si on dit Ochi ou Oki TV de Free,
avec une interface repensée. Et ça a toujours été le cas chez Free, hein. Ils ont toujours été assez sobres dans les interfaces et ça leur permet de faire des économies significatives sur la bande passante grâce à un design plus léger et plus efficace. Donc voilà, pour faire une petite conclusion, il y a 4 pistes actionnables, donc plus ou moins facilement et selon la taille de votre entreprise pour décarboner votre numérique. Le premier, c'est évidemment d'allonger la durée de vie des appareils et de pas se limiter, par exemple, aux normes comptables qui disent qu'au bout de 24 ou 36 mois, on est obligé de sortir les appareils parce qu'ils sont amortis. Euh, Quand il faut faire un achat, puisque évidemment ça nous arrive, si possible, acheter reconditionné et plutôt localement. La troisième, c'est essayer d'être responsable dans sa consommation de data et d'IA. Et enfin, le dernier levier qui est l'éco-conception, design et logiciel dont on vient de parler. Voilà. Merci beaucoup Mirabel. Donc vous l'avez vu, il y a pas mal de moyens de décarboner son numérique. Donc il y a le fait déjà d'essayer de mesurer un petit peu les émissions que vous avez actuellement, parce que réduire sans mesurer, c'est un petit peu compliqué pour suivre vos KPIs un peu dans le temps. Et du coup, les 4 pistes qu'a présentées Mirabel. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait été posée dans le chat. Donc bien sûr, il y aura un replay qui sera envoyé juste après le webinaire. Donc comme ça, vous pourrez accéder à tout ce qu'on vient de se dire. Et je vous enverrai aussi la présentation a posteriori avec les petits liens vers les différentes ressources qu'on a présentées aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Mirabel et Victor si vous avez des petites choses qui n'étaient pas forcément claires ou s'il y avait d'autres sujets dont vous vouliez discuter sur la partie numérique. Merci pour la participation en tout cas. Et je vais vous laisser un petit peu le temps histoire de poser vos questions. Et sinon, on va clôturer ce webinaire. Ah, une question de Coralie. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de sites sobres, énergétiques et efficaces pour s'inspirer? Donc, je ne sais pas si Mirabel ou peut-être Victor, vous avez des idées pour répondre à cette question. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le site de la WWF est éco-conçu. Normalement, ils avaient pas mal communiqué dessus. Il y a plusieurs agences aussi maintenant qui sont sur la conception sobre de sites web. Je n'ai plus de nom en tête, mais je peux vous retrouver ça. Merci Mirabel. Si tu arrives à nous retrouver, ce serait top. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui auraient émergé entre-temps. A priori, il n'y a pas trop de questions, j'ai l'impression, pour aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on a été assez clair. Je ne sais pas si Mirabel, entre-temps, tu as retrouvé le nom, sinon je l'enverrai par email. Non, j'arrive pas, mais oui, c'est ça, je te l'enverrai comme ça, ce sera dans le mail avec le reste des ressources. Mais en tout cas, WWF, c'est sûr, déjà, si vous voulez jeter un mail. Parfait. Et je pense que... Merci à tous d'avoir participé. On vous enverra des ressources complémentaires du coup par email pour que vous puissiez creuser tout ça, et notamment les ateliers aussi si vous voulez un peu former vos équipes ou vous former vous-même, ce qui peut être assez chouette. Et je vous souhaite du coup un bon appétit et une bonne journée. Au revoir tout le monde.